Sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Marseille, nous avons rendez-vous avec Maître Frédéric Olivier de la Chambre régionale des notaires. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur le plateau. Alors, on va d'abord peut-être dire un mot de la Chambre des notaires, ce qu'elle est, quelles sont ses missions, puisque vous faites sur le salon ici. Eh bien, la Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, elle a un rôle extrêmement important pour les notaires, puisque c'est leur organe de contrôle, c'est leur organe de référence, c'est ceux qui dirigent l'action des notaires, l'action collective des notaires, et qui est contacté en cas de litige qui peuvent se rencontrer, qui permet aussi de coordonner l'action des notaires et de leur diffuser de l'information qui est donnée tant au niveau législatif qu'au niveau fiscal. La Chambre a un rôle d'intermédiaire entre les notaires et les instances nationales et également un rôle pour fédérer aussi, je dirais, les notaires. Et vous accueillez le public à Marseille, à la Chambre ? Oui, il y a un accueil qui est fait tous les mercredis, je crois, après-midi, et qui situe Boulevard Perrier, à la Chambre de notaires et Boulevard Perrier. Des conseils gratuits sont donnés par les notaires à cette occasion, mais les notaires, d'une manière générale, donnent des conseils gratuits dans leurs études directement. Et il y a aussi un nouveau mécanisme qui est assez efficace et qui se développe actuellement, qui s'appelle le Conseil du coin et qui permet en fait aux gens de rencontrer les notaires dans un cadre un petit peu moins formel et d'avoir du renseignement dans les cafés. Ça s'appelle le Conseil du coin. C'est le samedi. C'est tous les samedis matins. Le premier samedi du mois, c'est ça, tous les premiers samedis matins. Et là, donc, on peut s'informer auprès de la Chambre pour savoir à quel endroit ça se passe. Absolument. De ce que je sais, ceux qui sont actuellement en cours se font à Marseille, près du Vieux-Port. Et il y a en général 3, 4, 5 notaires qui sont là pour vous répondre dans un cadre un peu informel. C'est sympa. Donc ça a beaucoup de succès. Oui, parce qu'il y a moins cette notion d'aller dans une étude, peut-être un peu la crainte. Ouais. Le cadre du café est beaucoup plus convivial et donc ça rend le notaire plus accessible. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du processus d'achat, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui sur ce plateau, on va parler de votre ami Emmanuel M. Oui. Puisque quand même il y a une actualité autour des notaires avec la loi Macron. Oui. On vous a senti piqué au vif, quelquefois même très agressif. Votre profession est en danger ? Alors c'est vraiment une question large parce que la profession est en danger, oui et non. Je crois que le notaire, l'acte authentique, a un vrai sens. Les actes qu'on signe ont une force qui est extrêmement importante. Le conseil du notaire est en général un conseil sage et de qualité. Alors dire que notre métier est en voie d'extinction, je pense qu'à partir du moment où un métier a un sens, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. En revanche, je crois que compte tenu de l'évolution de la société aujourd'hui, le notariat n'échappe pas à cette évolution de la société et le notariat poussé, piqué effectivement un peu par Emmanuel Macron, doit réfléchir, comme le font probablement tous les autres acteurs immobiliers et autres en France actuellement, sur l'avenir du notariat, la communication, peut-être la transparence, parce qu'en général c'est un manque de communication qui fait que les gens ont peut-être des craintes vis-à-vis des notaires. Je crois que le notaire doit réfléchir actuellement au développement et à la mutation de sa profession pour qu'elle s'intègre, et je crois qu'elle a un sens pour s'intégrer au XXIe siècle. Très bien. Alors, on va parler du processus d'achat. Donc, je veux acheter un appartement, une villa, enfin de l'ancien, du neuf. Est-ce que je dois aller voir mon notaire ou un notaire? On dit mon notaire, c'est un peu désuet. Un notaire pour prendre conseil. Comment ça se passe quand on rentre dans un processus d'achat? Alors, aller voir un notaire, oui, je crois que c'est jamais une mauvaise idée en amont. D'une part parce que le notaire va pouvoir expliquer précisément le fonctionnement. Il va peut-être pouvoir donner des éléments d'information en amont sur le bien qui est acheté et va peut-être aussi rassurer la personne qui n'a pas forcément l'habitude d'acheter. L'intérêt de rencontrer le notaire, c'est important, et il y a une autre chose qui est importante, c'est peut-être voir aussi son financement. Parce que le processus d'achat, il va être un moment important pour l'acquéreur parce qu'il va prendre de l'information et parce qu'il va en donner. Il va prendre de l'information parce qu'il achète un bien immobilier, il a besoin de savoir ce qu'il achète, et ça, maintenant, les lois sont assez bien faites et complètes. Un certain nombre d'informations, même beaucoup d'informations, sont données aux acquéreurs pour qu'ils puissent acheter en ayant vraiment une vue assez précise de la qualité de ce qu'ils achètent. Quels sont les pièges, par exemple ? Alors, il y a plusieurs registres. Je dirais que globalement, ce qu'on achète en général, c'est un appartement. On est à Marseille, donc on est plutôt sur l'appartement. L'appartement, en général, les informations dont on dispose, c'est les éléments qui sont
dans l'appartement, les diagnostics techniques, le fait que l'appartement ne présente pas de problème particulier, mais en général, on ne pense pas à la façade qui peut être avalée l'année prochaine, on ne pense pas forcément à la toiture qui est peut-être un petit peu vieillissante. C'est des informations sur la qualité du bâtiment dont on ne dispose pas forcément au moment du compromis. Donc ça, c'est peut-être des informations qui sont utiles. Je ne dis pas que c'est forcément piégeux, mais je dis que prendre de l'information à d'autres organismes que votre vendeur, en allant par exemple interroger le syndic ou interroger les voisins, ça permet peut-être d'avoir aussi des informations sur l'environnement de ce que vous achetez. Donc je résume, si je dois acheter dans l'ancien, par exemple en centre-ville, la démarche est bien sûr d'avoir la bonne surface, loi Carrez, d'avoir évidemment le classement en termes énergétique de l'appartement, en termes d'isolation et de diagnostic énergétique, peut-être de l'amiante aussi, enfin si c'est nécessaire. Le plomb, les termites. Logiquement, ça a dû être fait. Oui. Donc je vais avoir une information qui va être délivrée par l'agent immobilier. Oui. J'ai intérêt à aller voir le syndic. Est-ce que c'est facile d'accéder au syndic quand on n'est pas propriétaire ? Oui, normalement le syndic doit répondre aux questions légitimes que vous pouvez poser sur l'état de la copropriété, les travaux qui sont envisagés à long terme et les travaux coûteux qui peuvent être envisagés à long terme. C'est des informations qui ne sont pas très difficiles à donner, qui ne sont pas forcément écrites dans les documents qui sont signés au moment du compromis, mais qui sont de nature à donner une information plus complète sur l'état de ce qu'on achète. Alors j'en viens justement au moment du compromis. Souvent, le compromis, c'est un rendez-vous chez un notaire, pas forcément son notaire, alors je reprends ce terme, notaire qu'on a l'habitude de consulter, et on arrive finalement au moment du compromis, de la signature, enfin la signature d'un compromis, sans avoir forcément apporté des éléments en amont à la personne qui va, à l'officier ministériel qui va justement s'occuper du compromis. Donc est-ce qu'il ne faut pas un rendez-vous avec, ou c'est avant avec... Un rendez-vous pour mettre tout ça par terre, quoi. Alors, c'est vrai que on est actuellement dans une société où il y a un besoin d'information qui est évident. Jusqu'à présent, le compromis était le moment de l'information. C'est-à-dire que le notaire recevait, puis au moment du compromis, les éléments étaient détaillés. À ce moment-là, le compromis signé, le délai de rétractation permettait de continuer à ce processus de réflexion autour du bien qu'on achetait. Mais effectivement, plus la demande est faite, plus les gens ont besoin, en amont du compromis, déjà d'avoir des éléments d'information. Le notaire peut les renseigner, le syndic peut les renseigner, éventuellement la banque aussi, pour connaître les possibilités de financement, peuvent être demandées en amont pour avoir un compromis qui soit le plus efficace possible et qui ne soit pas un moment où on découvre soit des problèmes, soit une impossibilité d'acheter. Je crois qu'effectivement, le notaire fait partie de ces acteurs qui, en amont du compromis, peuvent donner déjà de l'information, de la pré-information, pour que l'acquéreur, qui est en général un néophyte, qui ne connaît pas forcément le processus, puisse avoir déjà une idée assez concrète et assez précise de ce qui va se passer, des pièces qu'il va devoir présenter, du financement qu'il va devoir monter. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le compromis et la signature définitive de l'acte de vente ? Il y a souvent une longue période. Il y a plein de choses qui se passent. Ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être repoussé. Souvent, on voit aussi qu'il y a plusieurs notaires. C'est-à-dire qu'il y a le notaire du vendeur, le notaire de l'acheteur. Plusieurs notaires, un seul paiement. Bon, les notaires se répartissent. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier ? Est-ce que vous ne souhaitez pas, vous, notaire, simplifier ? Quelquefois, c'est presque ubuesque, quoi. On a plusieurs notaires sur un acte. Oui, parce de que vente. Fondamentalement, le notaire prête son ministère. Et il y a en général une relation de confiance entre le notaire qui reçoit et on est souvent sur des enjeux qui sont assez importants. L'achat d'un bien immobilier, c'est toujours un enjeu financier qui est important et par conséquent, les notaires ont toujours considéré que le processus d'achat ou de vente ne devait pas se faire au détriment de la personne et du lien de confiance qu'il pouvait avoir avec le notaire. Donc on a toujours considéré que le paiement des émoluments par l'acquéreur ne devait pas être supérieur s'il y avait plusieurs notaires. C'est vrai que ça peut sembler être une procédure lourde et contraignante. Il n'empêche qu'elle est faite pour assurer aux uns et aux autres un maximum de sécurité et de confiance. Alors, c'est vrai qu'avec la loi Macron, on en parlait tout à l'heure, dans la mesure où il y a peut-être une remise tarifaire qui est envisagée, qui est en attente de décret à l'heure actuelle, mais peut-être qu'effectivement, cette relation de répartition des émoluments entre notaires, peut-être qu'elle va être remise en cause, effectivement. On pourrait aller vers ce qu'on pourrait appeler un guichet unique, finalement, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose, que vous le disiez, ça permet de garantir les droits de l'acheteur et ceux du vendeur aussi. Ouais. Mais on pourrait aller vers effectivement un seul notaire qui s'occupe de tout. On pourra aller, alors peut-être que en interne, les notaires j'irais réfléchir à un mécanisme qui permettrait d'avoir de la fluidité et de la vitesse pour les clients qui achètent et qui vendent. Et peut-être que lui, en interne, travaille avec un confrère pour
régler les problématiques de dossier, on peut peut-être envisager aussi qu'un notaire à terme ait une activité sur Internet. Actuellement, les notaires sont en train de développer l'outil Internet. C'est vrai qu'on a un outil qui est extraordinaire pour rapprocher les gens, pour simplifier les démarches. Pour l'instant, la démarche de signer un compromis chez un notaire pendant 1h30, puis de se retrouver 3 mois après pour re-signer une vente chez un notaire pendant 1h30, ça peut sembler être un processus lourd. Alors, le notaire a à cœur quand même de prendre un petit peu de temps pour ça, parce que... qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois, le notaire? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, du côté du notaire, il y a le montage du dossier. C'est-à-dire que le compromis a été signé, un certain nombre de pièces ont été obtenues, mais pas toutes. Notamment la note d'urbanisme, la purge des droits de préemption, c'est-à-dire la priorité que peuvent avoir des mairies ou d'autres organismes à acheter, et ils ont un temps pour le faire. Analyser les pièces du dossier, s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté sur la note d'urbanisme aussi, qui va être demandée entre le compromis et la vente. C'est-à-dire différentes informations et d'analyse de pièces qui vont permettre de garantir à l'acquéreur au moment de la vente définitive qu'il aura une propriété et une jouissance qui ne pourra pas être remise en cause. Et c'est vrai que ce temps-là qui peut paraître fastidieux, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire comprendre un petit peu l'intérêt de ça. C'est que 3 mois d'instruction du dossier, actuellement le taux de litige pour les actes notariés, c'est 1 pour 1100 actes à peu près. Bon. Aux États-Unis, vous pouvez acheter en une semaine. Le taux de litige, il est de 1 pour 3 actes. Donc, vous avez litige sur 3 actes. Absolument. Vous avez les notaires voient les problèmes puis signent. Aux États-Unis, ils signent et ensuite ils voient les problèmes. problèmes. D'ailleurs, quand vous achetez aux États-Unis, vous achetez également une assurance qui va vous permettre de vous protéger en cas de problème. Donc, c'est un temps qui est probablement un peu long et sur lequel, naturellement, on peut améliorer les choses, probablement, optimiser. Mais je dirais que c'est un temps qui est quand même toujours nécessaire pour bien analyser le dossier, pour pas qu'il y ait une signature définitive qui soit litigieuse, potentiellement litigieuse. Alors sur le salon de l'immobilier de Marseille, vous avez un stand presque à l'entrée, je crois. On est très bien placé. Très bien placé. Qu'est-ce que vous demandent les visiteurs? Quels sont les types de demandes ou de conseils? Alors c'est assez drôle parce qu'elles sont finalement assez variées. Alors il y a évidemment quand même une partie de la demande qui est relative au processus d'achat. Combien vont coûter les frais d'acquisition, acheter dans l'ancien, c'est dans le neuf, acheter seul ou acheter en couple ou acheter au travers d'une société. Voilà, ça c'est des questions, je dirais, très pragmatiques, très terre à terre. Et puis il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un notaire qui est là dans un contexte un peu sympa, on est, c'est le week-end, c'est le samedi matin. D'ailleurs, on dit toujours, on pense que les notaires sont en cravate, costume cravate. Là, vous êtes un jeune notaire, c'est pour ça, décontracté. Mais c'est bien. On a moins cette culture effectivement du costume cravate parce que on fait aussi bien le travail sans la cravate. Mais bon, et puis je crois qu'il faut que le notaire se mettre un petit peu il faut qu'il y ait une proximité. Je veux dire, la confiance, elle naît de la simplicité, de la proximité. Si vous voulez avoir une relation qui soit de qualité, je crois qu'il faut être accessible. Ce genre de manifestation permet au notaire d'être accessible. Le conseil du coin le permet également. Je crois que le notaire doit s'adapter peut-être aussi à la société dans laquelle on vit maintenant. Une dernière chose pour ceux que ce métier intéresserait, quelles études faut-il suivre ? Il y a plusieurs façons d'être diplômé notaire. La plus courante, me semble-t-il, c'est de faire la faculté de droit, de faire une spécialisation, ce qu'on appelle un Master 2. Voilà, exactement, un Master de droit notarial. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le diplôme supérieur du notariat. Ça fait 7 ans d'études en tout. On peut le faire également par une autre voie qui est une voie professionnelle. Et la durée des études est de 7 ans également. Et donc là, après, on entre dans une étude pour faire un peu ses armes, c'est ça ? Oui, on rentre comme clerc de notaire en général, ce qui permet d'avoir une première approche des dossiers, de la clientèle, d'analyser les dossiers. Et puis, si ça se passe bien et qu'on est diplômé notaire, on peut devenir notaire assistant, éventuellement notaire salarié, ce qui permet d'avoir le sceau de la République tout en étant salarié de l'entreprise, qui peut être une très bonne alternative pour les gens qui ne veulent pas forcément être associés, mais on peut aussi être associé dans une étude. Dans une étude, et à ce moment-là, on a les bénéfices et les pertes. Voilà. Et oui, comme vous dites, on prend tous les risques, on peut aussi gagner de l'argent, heureusement. C'est l'entreprise. Voilà. Une étude, ça coûte cher aujourd'hui Alors, jusqu'à ce que la loi Macron entre en vigueur, on avait des chiffres qui étaient assez précis. Depuis que la loi Macron est entrée en vigueur, le prix des études a baissé. Des informations dont je dispose, mais
je ne peux pas les garantir, je crois que les prix est baissé d'environ 20%. 20%, d'accord. Donc, ce qui est important pour les jeunes qui veulent s'installer, c'est de penser qu'aujourd'hui, les organismes financiers, notamment la Caisse des dépôts et consignations, prêtent pratiquement la totalité du prix. Donc, le prix d'achat d'une étude ne doit pas être un frein quand on n'est pas, on n'a pas de famille notaire. Il y a des solutions oui, parce qu'il y a financières une idée reçue, ça me permet de rebondir là-dessus, il y a une idée reçue, on dit toujours que les notaires sont souvent des fils de notaires. Or, c'est une idée totalement la loi fausse. Macron nous a permis de faire des statistiques, Voilà, oui, et une des ça. statistiques qui a été faite, c'est sur les fils de notaires. Et les membres de la famille d'un notaire, ils sont de 15%. Alors qu'on pensait que c'était effectivement de génération en génération. Absolument, mais interrogez votre notaire. S'il y a plusieurs notaires dans l'étude, demandez combien sont des fils de notaire ou de la famille du notariat. Vous apercevez qu'en général, ces statistiques collent effectivement à la personne à qui vous allez demander. Donc, alors, c'est souvent des idées. Je ne dis pas qu'elles étaient fausses, parce que probablement qu'il y a très longtemps, il y avait les organismes financiers, la Caisse des dépôts et consignations n'était pas aussi développée, et ces prêts-là n'étaient pas aussi simples, et donc on avait probablement ces schémas-là. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, les rapports qui ont été construits avec la Caisse des dépôts et consignations permettent à chacun d'avoir sa chance. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Maître Olivier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Marseille pour tous ces conseils et toutes ces informations pour ceux qui voudraient embrasser la carrière de notaire, la carrière notariale. Elle a de l'avenir. Merci, et je le crois aussi. Merci à vous, on se retrouve un peu plus tard sur ce même plateau.